Bonjour San, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et merci vraiment de nous faire partager un petit peu ton univers, ce qui sera juste pour toi de partager aujourd'hui. Bonjour Amalia et merci infiniment pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir reçu cette demande et ça tombait vraiment un moment, je pense, assez opportun de mon chemin en plus. Donc merci infiniment. Alors c'est rigolo parce que notre rencontre est, on dirait, prévue par le destin, par le hasard, hein, puisque on ne se connaît pas à la base et pour autant il y a eu quelque chose, il fallait que la rencontre ait lieu. Et elle a eu lieu à travers quelques échanges comme ça. Et là, ça semblait évident de faire cette interview qui est la première pour moi. Donc vraiment un grand, grand merci pour ce grand saut pour tous les deux. Ouais, c'est assez fou, juste pour reposer un petit peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés, peut-être ça peut être intéressant d'en parler. En fait, j'ai passé l'été à écouter un podcast qui s'appelle Entre deux mondes de Xavier Murez. Xavier Murez. Et je sais pas, il y a beaucoup d'épisodes, hein, et je crois que j'ai quasiment tout écouté en l'espace de 4 mois. Et ça m'a beaucoup nourri. Et je suis tombée sur une interview de toi, Amalia, à un moment, et j'ai vraiment ressenti l'appel de te contacter, sans vraiment savoir pourquoi. Et du coup, voilà comment est-ce qu'on s'est rencontrés. C'est ça, c'était des similitudes un peu dans nos chemins de vie et ça a fait écho. C'est ça. Et moi, quand j'ai reçu ton mail aussi, je me suis dit, oh, enfin vraiment, ça fait partie de ces rencontres d'âme. Hein. Donc, on ne sait pas encore ce qui va émaner de cette rencontre, mais on sait qu'il y a quelque chose. On sait qu'il y a quelque chose. Est-ce que Sam, tu as envie de commencer par le contexte? Où est-ce que tu te trouves, toi? Un petit peu ce que tu as envie de partager, c'est tellement riche, il y a beaucoup à dire. Donc, vraiment, je te laisse guider selon ce dont toi tu as envie de parler. Ouais, je peux peut-être commencer par me présenter brièvement. Donc, je m'appelle San Leroy. J'ai 33 ans et je suis née en Bretagne, dans un petit village au milieu des champs, dans le centre du Finistère, dans une famille ouvrière. Et, euh, et j'ai su sur le tard que je venais d'une famille de guérisseuses, du coup de la tradition celte. Et la dernière guérisseuse de ma lignée, c'est mon arrière-arrière-grand-mère du côté maternel. Et elle n'a pas transmis de son vivant son savoir, mais je canalise du coup son enseignement depuis 1 an et 2 mois. Son enseignement et qui a du coup ensuite a continué avec des, la réception d'enseignements d'autres maîtres désincarnés. C'est passionnant ça. Et comment ça a commencé cette rencontre avec ce membre de ta famille? Est-ce qu'avant tu étais connecté? Comment c'est arrivé tout ça? Alors c'est assez merveilleux. En fait, pour venir, par où commencer? Où commencer? Mon chemin vers la conscience, on va dire, a commencé il y a 7 ans. Euh, Mm. Lorsque j'avais 27 ans, j'ai réalisé que la vie manquait beaucoup de sens. Et je vivais dans un paradigme très matérialiste. Je me sentais voilà, je menais la vie qu'on mène en ville, comme beaucoup de gens, et au bout d'un moment, j'ai senti qu'il me manquait vraiment quelque chose. Il me manquait beaucoup de sens, en fait, dans cette existence, dans mon existence. Et du coup, je commençais à chercher. Et j'ai d'abord rencontré une communauté spirituelle qui est la Sangat de Kundalini, une communauté donc, qui pratique le yoga, la méditation. Et le jour où j'ai rencontré cette pratique, ça n'allait vraiment pas, quoi. Et en fait, je ne voyais plus le sens de la vie. En fait, je ne comprenais pas pourquoi continuer à vivre dans cette existence. Et je pense que quand j'ai commencé à avoir du coup ces idées noires, la vie m'a pris par le slip et m'a posé sur un tapis de yoga. Et c'était à Paris, dans une salle de yoga. Et c'était donc un cours de yoga Kundalini. Et je me suis. Ça a été transcendant, le premier cours. Et j'ai connecté lors de ce premier cours à la lumière en moi, que j'avais perdu de vue, qui a toujours été là, mais que j'avais perdu de vue à ce moment-là. Et, euh, et là, je me suis dit, oh là là, je tiens quelque chose.
Je tiens quelque chose. Alors du coup, j'y suis allée à fond. J'y suis retournée tous les jours pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines à ce cours et je pleurais je me retrouvais, je retrouvais qui j'étais. J'avais l'impression de reconnecter avec l'enfant que j'étais. Et je reconnectais avec une lumière que j'avais perdue pendant quelques années, perdue de vue. Et, euh, et au bout de 3 semaines, la prof a vu que bon, j'étais à fond et que j'étais très touchée par cette pratique et donc m'a dit qu'il y avait un festival de yoga Kundalini européen en France quelques jours plus tard. Du coup, je suis rentrée à fond la caisse en vélo chez moi et je suis allée sur le site de ce festival. J'ai acheté les billets sans savoir où j'allais, sans savoir dans quoi je m'embarquais. Je pensais que c'était juste une pratique et en fait, cette communauté, c'est plus que ça. Elle propose vraiment un mode de vie. Et, euh, Mhm. et j'étais très surpris quand je suis arrivée au festival. J'ai eu l'impression d'arriver dans une secte. Clairement, tout le monde est habillé en blanc, avec des turbans blancs sur la tête. Ils parlaient avec des langages que je comprenais rien, avec un nouveau vocabulaire. J'ai découvert là-bas les mantras. Enfin, j'avais déjà un peu entendu pendant les cours, mais là, j'ai vraiment connecté à la puissance des mantras. Tout ça, ça t'était complètement inconnu avant d'atterrir sur ce tapis de yoga et qu'on te dise tiens, va à ce festival. Il y avait vraiment. Et c'est quoi? C'est une rencontre qui t'a amené sur ce tapis de yoga? Qu'est-ce qui t'a mené là à faire du yoga Kundalini? C'est incroyable. J'étais dans une telle dynamique d'autodestruction à cette époque-là que mon ami John, qui lui était tombé dans le yoga 3 ans auparavant et qui arrêtait pas de me parler des bienfaits du yoga, m'a parlé d'un yoga dangereux. Et moi, dans cette dynamique d'autodestruction, je me suis dit, c'est dangereux, alors j'y vais. Il a trouvé le mot juste pour me sauver en fait. Pour le déclic. Waouh. Je suis très très reconnaissant. Merci John. Et ouais, c'est grâce à lui que je suis arrivée là-bas. Et du coup, ça a été d'une telle puissance ce festival que ensuite j'ai rencontré une fille là-bas qui vivait dans un ashram en France de cette pratique-là. Et du coup, je l'ai suivie et je suis restée 3 mois dans cet ashram. Et ensuite, j'ai fait des allers-retours à Paris, dans cet ashram pendant 2 3 ans. Le début d'une grande transformation a commencé. Donc c'était une pratique qui est très complète et qui propose vraiment un autre mode de vie. Et c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin de tout changer pour retrouver du sens. Donc j'ai commencé moi aussi à porter le turban, à me lever à 4 heures du matin, à m'habiller en blanc, à prendre une douche froide à 4 heures du matin avant de faire la pratique. Et puis j'ai découvert aussi ce que c'est la vie en communauté. J'ai rencontré la méditation. Et là, il s'est passé quelque chose de très important pour la suite. C'est en rencontrant la méditation, je me suis rendu compte que mon esprit n'était pas dans mon corps et se trouvait sur la gauche, en haut à gauche comme ça. Et je me suis demandé, mais comment c'est possible? Mon esprit n'est pas dans mon corps. Et en fait, ça expliquait tellement de choses. Ça expliquait que, par exemple, j'ai jamais réussi à danser. Je regardais les autres danser et j'essayais de faire la même chose toute ma vie et je n'y arrivais pas. Et en fait, bon, maintenant, ça avait du sens d'un coup. C'est genre, ah ouais, je suis pas dans mon corps, mais comment ça se fait? Et du coup, j'ai compris à ce moment-là qu'il allait falloir que je fasse quelques modifications dans mon corps pour pouvoir l'habiter. Et en fait, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais dissociée de mon corps depuis l'adolescence, depuis que mes formes féminines s'étaient développées. Parce que du coup, pour mon histoire, je suis née femme. Voilà, oui, c'est ça à préciser. Je suis née femme, mon prénom de naissance est Amandine. Et, euh, et en fait, j'ai toujours été un homme et une femme. J'ai toujours été les deux. Et je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Pour retrouver cette partie de toi vraiment dans l'unité, il te fallait changer quelque chose dans ton corps pour que l'esprit regagne le corps, quelque chose comme ça. Oui, en fait, il fallait que mon apparence physique soit plus harmonieuse avec qui j'étais vraiment. Et du coup, j'ai senti une sorte d'appel au fond de moi. Peut-être une des premières fois où j'ai eu l'impression de rencontrer Dieu qui m'a poussé à prendre des hormones masculines, ensuite me faire opérer de la poitrine pour retrouver le corps qui correspond à mon âme, c'est-à-dire qui est les deux. Je suis 100% homme et 100% femme. Je suis 200%. Il y a des gens qui se considèrent non-binaires, qui sont ni hommes ni femmes, et qui ont voilà, ce genre-là, non-binaire. Et moi, c'est encore autre chose. Pour moi, je vis mon identité comme une unité de genre. Donc ça a été un véritable processus
entre le moment où je me suis rendu compte de qui j'étais, c'est-à-dire un homme et une femme notamment, et le moment où je me suis rendu compte du cadeau que c'était. Parce qu'au début, ça m'a fait extrêmement peur. Extrêmement peur. J'ai eu peur du rejet, j'ai eu peur de décevoir ma mère, j'ai eu peur de perdre du monde autour de moi. J'en ai perdu, hein, clairement, mais c'était pour le mieux. T'en as perdu. Qu'est-ce qui fait que t'en as perdu? C'est d'assumer qui tu es, c'est de te dire. Qu'est-ce qui fait que tu as perdu des gens autour de toi? J'ai dérangé du monde. J'ai dérangé. Ça peut être dérangeant pour les personnes de cette identité. Mais ces personnes sont en chemin et j'espère en fait, elles sont dérangées parce que ça parle de leur propre identité. De leur propre C'est ça identité. qu'elle ne voit pas encore. Ouais, c'est ça. Mais j'en veux pas à ces personnes-là et ça parle d'elles, ça parle pas de moi en fait. Donc oui, j'ai eu un petit ménage autour de moi, mais pour le mieux, je pense, clairement. Et puis ça m'a ouvert tellement de portes, tellement de portes. Ça a été tout un cheminement, tout un voyage. Et je suis encore dans ce voyage c'est que le début en vérité. Et cette unité de genre, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était un véritable cadeau de la vie, cadeau des dieux. Et je me suis rendu compte et je me rends de plus en plus compte en fait que c'est un portail aussi. Un portail pour connecter avec ce monde-ci, ce monde en 3 dimensions, pour connecter avec mes frères et sœurs, le monde animal, le monde végétal, le tout, et aussi tout le monde non manifeste, donc le monde de l'invisible. C'est un portail c'est un véritable portail. Et c'est un portail que chaque personne a en soi. C'est un portail qui... j'ai trouvé l'accès par cette unité de genre, mais chaque personne a un portail en lui vers son monde céleste, vers le monde angélical. Et il est possible pour chaque personne de le trouver. Ce que j'ai découvert avec le temps, avec mon expérience, c'est que ce portail se trouve dans l'acceptation que ce monde en 3 dimensions se base sur la dualité. Tout est duel, tout et son contraire. Dans ce monde, le monde physique est basé sur la dualité, sur le ciel et la terre, sur l'homme et la femme, le bien et le mal, le feu et l'eau. Mais en fait, tout ça, c'est finalement qu'une illusion de cette dimension. Et lorsqu'on arrive à intégrer le fait que finalement le bien et le mal sont la même chose, que l'homme et la femme n'est qu'une invention mais c'est une invention essentielle pour pouvoir vivre dans cette incarnation-là en 3 dimensions. Mais au-delà de cette dimension-là, tout ça n'est qu'illusion. Et lorsqu'on arrive à intégrer vraiment cette notion que la dualité n'existe pas, on arrive au grand tout et on arrive à ce portail. À ce portail qui donne accès à plus grand, qui donne accès au Dieu. C'est ce que tu disais, c'est vraiment la porte par laquelle tu découvres le trésor que tu es. Et on enlève la notion de séparation, mais on comprend que vraiment tout est une même pièce avec 2 côtés en effet, mais unis, un seul, l'homme, la femme, l'ombre, la lumière, etc., etc. Et il n'est pas question d'être soit homme, soit femme, soit lumière, soit ombre, mais tout ça à la fois. Et toi, c'est vraiment ça qui t'a permis de découvrir ce que tu es profondément. Et de ce que j'ai compris, tu as vraiment à cœur de transmettre ça, de transmettre tes compréhensions. Alors, où est-ce que tu te situes là, San? Parce que c'est intéressant, où tu es là, à l'heure actuelle. Alors là, je suis dans ma cabane. Je vis dans ma cabane qui est aussi mon atelier de peinture, parce que je suis artiste. Et je vis en Colombie, dans la région merveilleuse du Putumayo, qui est vraiment une terre qui vibre l'amour d'une telle puissance. J'ai jamais rencontré ça jusqu'à présent. Et du coup, on est dans la forêt amazonienne, au nord de la forêt amazonienne, qui est une forêt qui est encore qui est douce, qui est accueillante, c'est pas la même forêt amazonienne que par exemple un peu plus dans le sud. Celle-ci est beaucoup plus, c'est facile de vivre dedans. Enfin, c'est particulier, mais voilà, je vis au milieu de la nature, dans une cabane qui est totalement ouverte sur l'extérieur. Les colibris, les papillons me rendent visite dans ma cabane.
Des tarentules me rendent visite aussi à côté de mon lit. Il y a aussi des crapauds qui vivent à côté de moi, à côté de mon lit. Enfin bref, je vis avec la nature, quoi. Et c'est important dans ton cheminement tout ça parce que donc tu as cet amour de la nature, la peinture et on y reviendra tout à l'heure et on mettra évidemment en dessous tous les liens pour te retrouver. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans ce choix de vie simple et en même temps plein et entier, tu as rencontré les plantes, tu as rencontré des gens, tu as rencontré énormément de choses qui font le lien avec cette lignée de guérisseuses. Est-ce que tu veux bien nous raconter tout ça? Il y a un lien entre la communauté du Kundalini et ma présence ici. En fait, j'ai rencontré une femme à un festival, le festival français de Kundalini. J'ai rencontré une femme qui partait en voyage en Amérique latine 10 jours plus tard, après notre rencontre. Et elle m'a invité à la rejoindre dans un village qui s'appelle Mokoa, dans lequel je vis aujourd'hui. Elle m'a invité à la retrouver. Donc on se connaissait à peine, mais je suis tombé fou amoureux de cette femme. Et du coup, son invitation a été un sacré cadeau. Donc j'ai pris mes billets d'avion et je suis venu la retrouver pour quelques jours ici à Mokoa. On devait passer quelques jours ici, puis ensuite visiter le pays. Et quand je suis arrivé à l'aéroport de Villa Garçon, qui est l'aéroport à côté de Mokoa, qui est un petit aéroport, genre qui paye vraiment pas de mine, qui n'a absolument rien de spécial, qui est tout petit. Et quand je suis descendu de l'avion et que j'ai du coup connecté pour la première fois de ma vie avec cette terre, j'ai de suite su que j'allais souvent revenir ici. Et pourtant, il n'y avait absolument aucune raison. Et j'ai ressenti ce vertige de pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi? Comment ça se fait? Genre, ok, bon, il faut pas essayer de comprendre. Et du coup, je l'ai retrouvé ici à Mokoa. Et on a été rencontrer la médecine ancestrale de cette terre, qui est la médecine du Yaré, qui est plus connue en France sous le nom d'ayahuasca. Et ça a été une sacrée révélation pour moi. Ça a été comme de rentrer à la maison, de retrouver cette médecine. Ça a été comme une retrouvaille avec un parent très proche, un maître très proche. Donc déjà le lieu et ensuite la médecine, c'est vraiment quelque chose que tu connais. Est-ce que tu as reconnecté, juste une parenthèse, tu as reconnecté de savoir où est-ce que tu avais connu ça dans une autre vie? C'est possible que j'ai déjà vécu ici, ouais. Ça paraît D'accord. une évidence et c'est vrai que les indigènes que j'ai rencontrés ici étaient du même avis. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont dit ça. Donc, et du coup, voilà, j'ai rencontré le Yaré à ce moment-là. Ça a été une révélation. Et j'ai fait 2 cérémonies ici. Et puis, dès la deuxième cérémonie, la plante a commencé à m'enseigner à ressentir le magnétisme dans mes mains. Alors, sans avoir ce nom-là, la plante m'a enseigné à ressentir l'énergie dans mes mains. Et du coup, j'ai continué à voyager avec cette femme et on est rentré en France. Et puis, pendant un an, j'ai utilisé mes mains pour la soigner, elle. C'est quelqu'un qui porte pas mal de souffrance et du coup, elle a souvent le plexus solaire voilà, assez contracté. Du coup, mes mains allaient et faisaient des choses et puis je sentais l'énergie passer et elle sentait tout se détendre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pensais que je pouvais la soigner parce que je l'aimais. Je pensais que c'était l'amour qui soignait. Mmh. Et voilà, je pouvais... D'avis. Comment? Est-ce que tu as changé d'avis? Non, 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 c'est la vérité. Mais je pensais être capable de la soigner qu'elle. Ouais. Et puis voilà, je pouvais lui enlever les maux de tête, etc. Et puis c'est vrai que j'en ai parlé à ma mère à un moment et elle m'a dit mais tu sais que tu as une ancêtre qui était guérisseuse et voilà, je lui demande des informations et elle en a aucune. Et donc elle me dit juste que c'est mon arrière-arrière-grand-mère et voilà ce que je sais. Je n'ai pas son prénom ni quoi, j'en ai rien d'autre mis à part le fait que c'était la coupeuse de feu du village et ma mère me disait qu'elle soignait les animaux. Voilà. Et du coup, je me sépare de cette femme, du coup, et je me dis, ah, c'est quand même dommage parce que j'avais découvert quand même des capacités intéressantes avec elle. Et je me dis, mais peut-être que ça marche pour tout le monde. Je peux peut-être soigner mes amis aussi. Du coup, j'ai essayé sur mes amis et ça fonctionnait. Et du coup, là, je me suis dit, j'avais entendu dire que l'ayahuasca était une plante maîtresse, c'est-à-dire qu'elle enseignait des choses. Et je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de retourner à Mokoa
rencontrer à nouveau cette plante pour voir s'il avait des choses à m'apprendre. Du coup, je, donc j'avais rencontré un chaman avec qui j'ai fait les 2 premières cérémonies, mais je me sentais pas du tout assez à l'aise pour pouvoir continuer avec lui. Je sentais, voilà, j'étais pas, le feeling n'était pas bon. Et lui m'avait proposé de rester aussi avec lui, mais non, je le sentais pas. Et du coup, pendant mon voyage en Colombie, à la suite du coup de cette première rencontre avec la médecine, et grâce à l'invitation de cet homme, et c'est vrai que j'avais un appel aussi pour revenir, rester, etc., je me suis dit, ça serait bien que je rencontre d'autres chamans pour voir si je me sens bien avec eux dans l'idée de revenir. Et du coup, j'en ai rencontré d'autres, et non, ça le faisait toujours pas, je me sentais pas à l'aise, je me voyais pas rester des mois avec eux. Et du coup, j'ai rencontré un Allemand qui cherchait la même chose que moi, qui cherchait aussi un taïta, comme on appelle ça ici, les chamans d'ici, euh, pour passer du temps. Et du coup, je lui ai dit que moi, je devais rentrer en France, mais si il rencontrait un taïta qui lui correspondait, qui m'appelle et que je viendrai. Du coup, je suis rentrée en France et cet Allemand, 6 mois plus tard, m'a appelé. Il m'a dit, c'est bon, j'ai trouvé. Et ce n'est pas seulement un taïta, c'est toute une communauté. Il faut que tu viennes. Et du coup, immédiatement, j'ai acheté mes billets d'avion et donc je suis revenue en juillet 2023. Et du coup, j'ai passé 2 mois ici avec une communauté qui est effectivement dans laquelle je me sentais bien. C'était une communauté où il y avait le grand Taïta qui avait seulement 29 ans à l'époque, mais qui en paraissait physiquement environ 50 et énergétiquement 500 ans, quoi. Une montagne énergétique, et qui travaillait avec sa femme qui était également chamane, on dit Mamita ici, et qui était plus âgée. Et puis voilà, il y avait des disciples autour, des apprentis indigènes qui apprenaient à ses côtés. Du coup, j'ai passé du temps là-bas et je suis venue, voilà, il m'a demandé pourquoi tu viens, et je lui ai dit ben, pour apprendre, mais je ne sais pas exactement quoi. Et, et il m'a dit d'abord, il faut que tu me racontes ton histoire. Alors du coup, je lui ai raconté ce que je savais de moi, des grands événements de ma vie. Et le premier événement que je me rappelais, c'était une agression que j'ai vécue à l'âge de 6 ans par mon grand-père, un abus. Et c'est vrai que ces dernières années, quand je rencontrais des énergéticiens et des chamans et des médiums, à chaque fois ils me demandaient qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 6 ans, et je n'étais pas prêt à en parler. Je me disais non, mais il ne s'est pas passé grand-chose. En vérité, dans les faits, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais n'empêche que j'avais une trace énergétique de cet abus et qui m'a créé beaucoup de désharmonie et de chaos en moi pendant ma vingtaine, et qui m'a notamment fait tomber dans les addictions, et voilà, et d'où cette descente aux enfers. Et du coup, c'est une des premières personnes à qui j'en ai véritablement parlé, et il m'a dit, il va falloir d'abord guérir ça, c'est la première chose à faire, et après on verra si, après tu apprendras. Du coup, j'ai suivi un traitement pendant 1 mois avec lui. Et avant de commencer, il m'a dit que ce traitement aurait de grandes conséquences sur ma santé spirituelle. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, moi, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Moi, je me suis dit genre, ah super, ça va être plus simple de méditer après. Et ce qui est vrai, mais ça a apporté quand même pas mal d'autres choses aussi. Et du coup, voilà, genre, le traitement a eu lieu, c'était très intense, c'était dur et en même temps merveilleux. Alors quand tu parles de traitement, c'était quoi? Eh bien, c'était un traitement dans lequel donc, j'allais en cérémonie avec la médecine du Yaré. Je recevais des soins en cérémonie, je prenais des plantes entre les cérémonies. Il y avait un suivi qui était vraiment... ouais, c'était vraiment très... C'était fort, et c'était donc un traitement avec les Et énergies et les plantes. ouais, d'accord. Et ça, c'était quelque chose, une chose à laquelle tu étais prêt? Ouais, en fait, c'est comme si toute la vie s'était organisée pour m'amener à cet endroit-là, à ce moment-là. Et si, j'étais prêt. Et du coup, progressivement, voilà, au début c'était très dur. C'est comme si le trou que je pouvais ressentir depuis des années, qui me faisait consommer des produits que j'avais dans le cœur, le Teita l'a ouvert, le traitement l'a ouvert, et pendant 5 jours, j'ai ressenti toutes les pires émotions de ma vie, les anxiétés, les peurs, et je me suis dit, il faut que ça s'arrête, parce que là, je ne vais pas pouvoir continuer à vivre comme ça. C'était vraiment tous les
les pires émotions de ma vie d'un coup étaient condensées pendant 5 jours. Donc le trou a été bien ouvert, puis refermé, cicatrisé. Et voilà. Maintenant, ce trou, juste une cicatrice. Et, euh, et donc voilà. Et donc ensuite, les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à ressentir des présences autour de moi. Ça a commencé comme ça. Des présences d'abord angéliques en vérité. Tout a commencé avec les anges. Tu veux bien que je récapitule un tout petit peu pour bien qu'on te suive. Donc tu es arrivé là avec ce Taita. Il y en avait deux, tu dis il y en a un surtout qui s'occupait de toi, c'est ça? Un seul, ouais. D'accord. Donc il y a eu ce traitement et tu as dit oui parce que tu savais que tu étais là pour ça. Lui, il a dit d'abord qu'il fallait guérir, donc c'était ça, ce traitement c'était pour guérir comme ça. Donc ça veut dire qu'il était d'accord lui aussi pour que vous partagiez quelque chose. En fait, là, il fallait guérir l'enfant intérieur, qui était si triste. En fait, ce qui est dingue aussi, c'est que avant ce traitement, quelques mois auparavant, lors d'une méditation, j'ai connecté pour la première fois de ma vie avec la petite fille à l'intérieur qui était terriblement triste. Et cette petite fille était contre un mur, elle avait la varicelle et elle me regardait avec un air si triste. Et ça, c'était déjà, on était déjà en train de, c'était le début de ce processus de guérison. Et donc j'ai continué à connecter avec elle, à essayer de la rassurer, de prendre soin d'elle. Et puis donc le traitement, ça a été vraiment voilà, l'étape dont j'avais besoin pour qu'enfin cette petite fille soit heureuse. Et danse avec ce petit garçon que je suis aussi. Et c'est lorsque la petite fille a été soignée, et le petit garçon, que j'ai commencé à peindre. Et qu'un autre monde s'est ouvert à moi par la peinture. C'est intéressant, tu viens de dire que cette petite fille danse avec ce petit garçon, alors que tu nous disais que l'esprit à côté, tu arrivais pas à danser. Et là, les êtres se renouent et ça y est, tu danses. Et là, la peinture s'offre à toi. Alors c'est un immense chapitre aussi, la peinture. Je sais pas si c'est le moment d'en parler. Est-ce que tu veux d'abord poursuivre ton expérience? Si la peinture est arrivée à ce moment-là, j'ai commencé par peindre mes visions parce que c'était tellement incroyable, parce que je voyais en fait ma première vision, c'était vraiment la rencontre avec la plante, l'esprit du Yaré, et qui était, je la vois encore, c'est drôle. Du coup, j'ai voulu la peindre pour pas oublier, et j'ai commencé par peindre du coup mes visions, voilà. Donc ma première peinture, c'était l'esprit du Yaré, la deuxième, c'était l'archange San Raphaël. Et puis voilà, donc j'ai commencé à tous les jours à peindre et puis je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien. Et, euh, et voilà, c'est une pratique qui me suit depuis, qui est vraiment maintenant, c'est le centre de ma vie en vérité. Hein. Je peins du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil ici dans ma cabane où j'ai le temps de peindre. Et je découvre toutes les potentialités de la peinture qui me dépassent totalement, qui se lient à mes capacités du coup médiumniques. Et je peins mes visions qui ensuite se manifestent dans ma réalité ou inversement et c'est complètement dingue. Je me rends compte que mes peintures sont comme des prières en vérité. Des prières qui se manifestent ensuite. C'est ça, comme une porte qui s'ouvre entre le monde subtil et le monde réel. Et finalement, encore une fois, il n'y a pas de dualité. Tu ouvres la porte en peignant, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est de l'auto-guérison en vérité. Hein. Ça me soigne aussi, ça m'envoie beaucoup de messages. Je reçois beaucoup de messages en peignant. Tout simplement parce que dans la peinture aussi, je pense que j'ai trouvé la porte aussi du silence et la porte de l'instant présent aussi. Et voilà, ce qui sont le silence permet d'accéder à la porte de l'instant présent, permet d'accéder à ce portail vers notre véritable essence. Le silence, la pleine présence. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, pendant la suite du traitement, voilà, j'ai commencé à connecter avec des esprits, avec l'esprit du coup de mon arrière-arrière-grand-mère qui s'est présentée à moi, celle dont ma mère m'avait parlé. Et j'ai reçu notamment son prénom. En fait, j'étais très gênée de ne pas savoir comment elle s'appelait. Donc je lui ai demandé son prénom. Et elle m'a donné son prénom et elle m'a transmis des choses que j'avais déjà en moi, elle a juste réveillé. Et le lendemain, j'ai appelé ma mère pour lui dire si elle pouvait
mené une petite enquête pour avoir des informations sur cette femme. Et effectivement, une semaine plus tard, elle m'a appelé. Elle avait reçu donc des informations sur mon ancêtre et son prénom a du coup été vérifié. Et là, ça a été pour moi une grande étape. Une grande étape Wow. de confiance, en vérité, en ce que je vivais. Parce que lorsqu'on commence à travailler avec l'invisible, les énergies, etc., je pense que c'est le cas de beaucoup de nous. On a cette peur de devenir fou. Ma peur de devenir fou a été un grand garde-fou au début. On me disait c'est bien que tu aies cette peur-là, etc. Mais en vérité, c'est pas exactement vrai. Parce que la peur d'être fou ralentit le processus d'apprentissage, mais je pense c'est essentiel. Mais c'est bien un moment de pouvoir s'en libérer et de garder comme... Aujourd'hui, mon garde-fou, c'est mon ancrage. C'est la peinture notamment. C'est de garder les pieds sur terre. Si je garde les pieds sur terre, alors tout va bien. Je peux communiquer avec les différents mondes tout en restant bien ancré. Je suis incarné dans un corps physique, dans cette dimension-là, et c'est le plus important, c'est la base. Donc, tu as déjà fait la paix avec ton corps, après, tu as fait la paix avec ton enfant intérieur. Ça a assis ton ancrage, et c'est ça qui te permet maintenant d'ouvrir grand et d'accepter. Est-ce que tu as encore peur aujourd'hui? Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, là même, alors ça peut revenir, hein, ça peut revenir dans des moments où la vie nous apporte des épreuves et d'un coup on se sent d'un coup seul. Et ça peut revenir la peur en se disant est-ce que j'ai tout inventé? Est-ce que c'est mon imaginaire qui a tout inventé? Est-ce que je serais pas un peu fou? Bien sûr ça peut revenir, mais j'essaye de toujours me reconnecter à la pleine présence, à la pleine présence et aussi voilà toujours aussi repenser à tous les résultats, tous les retours aussi des personnes avec qui j'ai pu œuvrer, aider, etc. Pour se rendre compte que non, tout ça fonctionne et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et de pouvoir, tu vois, vérifier, par exemple, cette nuit, je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une telle intensité. J'étais connectée à toi, Amalia, et j'ai vu ton chat. Et ensuite, je t'ai demandé, est-ce que tu as un chat gris avec des rayures? Et là, tu m'as raconté l'histoire, ta connexion avec ce chat qui est absolument merveilleuse. Et là, je me dis, genre, voilà, et bon, il n'y a pas de hasard, quoi. C'est très, très fort. Non, il n'y a pas de hasard. Et donc, tu as connecté avec ton arrière-arrière-grand-mère. Et on Ouais. parlait vraiment d'enseignement. Tu avais des enseignements de partout à la fois. J'imagine que ça se rejoignait quelque part. Comment tu as vécu tous ces enseignements, du coup? Ouais, ça se passait d'abord en cérémonie, ces connexions avec les esprits. Je recevais des... C'est comme si on me rappelait des choses que je savais déjà, en fait. Et ma grand-mère s'est présentée, mais aussi des esprits qui sont de traditions très différentes des miennes, hein. Genre, je ressentais plutôt des énergies venant des montagnes dans le Pérou. Et ce que j'ai beaucoup appris en cérémonie, c'est d'apprendre à avoir accès à ce dont j'ai en cérémonie, mais sans les plantes. Et donc des esprits voilà, que je pourrais qualifier un peu venant de cette tradition péruvienne m'ont appris à utiliser les maracas pour entrer en transe, pour connecter, voilà, pour ouvrir. C'est passé aussi par le chant. On m'a appris à voilà, canaliser des chants. Euh, voilà, donc, plusieurs esprits sont venus m'enseigner des choses. Et voilà, après ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça ensuite sans les plantes. Comment utiliser tout ce savoir, ces connaissances, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui demande de la pratique. Voilà, donc là en ce moment par exemple, je suis en train de vraiment de pratiquer ce que j'ai reçu dernièrement en cérémonie. Là l'idée c'est peut-être de faire une pause avec les plantes en fait, en vérité. Ce que j'ai reçu c'est que voilà, je prends des plantes pour ensuite ne plus en avoir à en prendre. Et en ce moment je suis vraiment en train d'expérimenter ce que j'apprends en cérémonie. Je l'expérimente sur moi, sur mes amis, et on voit ce qui marche, on voit ce qui peut être transmis, on voit ce que je peux... parce que je sens que j'ai appris à faire des choses, par exemple avec mes mains, etc., avec le chant, avec la peinture, mais je crois que ce qui est important pour moi, c'est finalement
de transmettre afin que chaque personne soit autonome. Parce qu'en vérité, ce magnétisme que j'ai découvert dans mes mains, toute personne l'a. Tout être vivant, chaque pierre, chaque arbre, chaque végétaux, chaque animal ont du magnétisme. Certaines personnes en ont plus que d'autres. Il y a certaines personnes qui ont du magnétisme sur 1 kilomètre. Mais chaque personne en a. Et du coup, chaque personne a cette capacité de se guérir soi-même et de guérir ses enfants, ses voisins, ses amis. Et je crois que ce qui me donnerait plus de sens plutôt que de te guérir, c'est plutôt d'apprendre. Regarde, tu peux le faire toi aussi. Bah, bien évidemment, si tu te brûles, là, sous mes yeux, je vais t'enlever la brûlure. Mais tu peux aussi le faire. Et je vais te montrer comment faire. Et tu l'apprendras à ton tour, à tes enfants. Et je sens que je suis plus dans cette démarche-là. Donc pour l'instant, voilà, je récupère les enseignements, j'écris, je peins, j'intègre tout ça dans ma matière. J'expérimente avec mes amis. Quand quelqu'un vient me voir et me demande de l'aide, je dis jamais non. Et si je sens que c'est trop pour moi, je donne le contact d'amis. J'ai beaucoup d'amis qui sont des sorciers, des mages, des médiums, des chamans. Il y a de quoi faire. Et il y aura toujours une réponse. Et voilà. Et ce qui me paraît important, c'est plutôt de te montrer, toi aussi, tu sais faire. Et tu as des dons. Chaque personne a un canal artistique. Et c'est par l'art que... L'art est une manière de connecter avec le divin qui est directe. Et chaque personne a ce canal. Ça va peut-être être la musique, ça va peut-être être la peinture, le dessin, mais ça va peut-être aussi être la cuisine. Ça va peut-être être aussi le fait de jardiner, même de t'occuper d'enfants, de t'occuper de chevaux, d'animaux. Chaque personne a sa voie d'accès au divin. Est-ce que tu aides l'autre justement à trouver sa voie d'accès ou est-ce que toi, tu lui donnes déjà toutes ses clés, ses ressources et après à chacun de s'approprier ça pour à son tour retransmettre? J'ai l'impression que juste en étant moi-même et en partageant ce que je reçois par exemple sur Instagram, en partageant mes peintures, en partageant les enseignements que je reçois, juste en étant moi-même, je peux déjà peut-être montrer que tout est possible, déjà de un, tout est absolument possible. Ce monde est merveilleux parce qu'on nous fait croire qu'il y a des limites, on nous impose des peurs dès la naissance, etc., par nos parents, la culture, l'école. Mais en vérité, tout est possible. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et c'est plutôt ce... Pour l'instant, voilà, j'ai ce genre de messages à transmettre et parce que c'est ce que je vis, en fait. Je transmets seulement mon expérience. J'applique ce que j'apprends dans ma propre vie, dans mon expérience, et si tu vois que moi je peux le faire, alors toi aussi fais-le, tu peux le faire. Et si tu as besoin de guidance, je serai là si tu veux, mais c'est toi qui vas le faire. Et alors c'est intéressant parce que toi, donc tu nous disais que tu étais plutôt de culture celtique, et en même temps quand on regarde tes peintures, on dirait que tu es né au Pérou, en Colombie, en Bolivie, tout ça vraiment dans ces couleurs très intenses. Et tu disais que, bon, j'ai écouté un petit peu tout ce que tu partageais sur ta chaîne, justement, sur ton compte Instagram. Tu n'as pas eu de formation et pour autant, on dirait que tu as tout reçu comme ça, de tiens, regarde, on fait comme ça. Et c'est Ouais, c'est vrai. une imprégnation, c'est quoi? Et c'est vrai que mes peintures, oui, il y a pas mal, si on reconnaît les couleurs d'ici, mais je pense que c'est parce qu'en ce moment je suis ici et du coup c'est ce que je transmets. J'ai commencé à peindre ici, donc voilà, c'est ces énergies que je ressens ici, elles traversent mes peintures. Et quand je suis rentrée en France, j'ai passé 9 mois en France après le traitement avec ce chaman et après avoir décidé de venir vivre ici. Et j'ai passé 9 mois en France, mais mon esprit est resté ici. Donc j'ai continué voilà, à peindre avec les énergies d'ici. Et puis je suis revenue ici, donc là je continue encore, mais je sais qu'un jour je vais rentrer chez moi, sur mon territoire en France, où je suis née, et je suis impatient de pouvoir connecter aussi aux énergies plus celtiques, d'où je viens rencontrer les médecines de mon territoire, que je connais très très peu en vérité, et j'ai hâte de les rencontrer. Et ici j'ai la chance de pouvoir, grâce à mes amis qui sont très connaisseurs des plantes et qui ont aussi accès à cette librairie akashique qui est propre aux indigènes, parce qu'il y a plein de librairies. Les indigènes ont accès à une certaine librairie qui est une librairie immense de savoir sur les plantes et la terre. Et du coup, j'ai un ami indigène qui s'appelle Christian,
et voilà, qui m'enseigne des choses sur les plantes, qui m'apprend à connecter avec elles, des plantes douces, hein. Là on ne parle pas du tout d'ayahuasca. Et du coup, je suis curieux aussi, maintenant d'apprendre plus tard, quand je serai prêt à rentrer chez moi et rencontrer les médecines de mon territoire. Hmm. Oui, c'est ça, on se connecte comme à des grandes bibliothèques du lieu, de l'énergie où on se trouve. Là, c'est ce que tu es en train d'apprendre, en fait, à te connecter en étant là, en étant ancré, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, et en fait, ce que j'ai aussi, voilà. Après, je partage mes croyances, hein. Chacun a sa réalité. Je ne dis pas que ce que je dis, c'est la réalité. C'est ma Hmm. réalité à moi. Ce sont mes croyances qui sont issues de mes expériences et de ce que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu également, qui moi me paraît important à partager, c'est que chaque personne, chaque être humain naît sur un territoire. Et sur chaque territoire naissent également des médecines végétales. Et chaque être humain est donc connecté à ces médecines-là par le territoire. Et chaque être humain a l'autorisation de partager ces médecines-là. Et ici, la médecine de ce pays, il y en a beaucoup. Il y a notamment le yahé, que les Taïtas et que les gens d'ici partagent, consomment et grandissent avec. Et voilà, moi, ce que je ressens, c'est qu'il se passe pas mal de... Il y a la médecine de l'ayahuasca, elle vient en Europe, elle se déplace par les chamans d'ici, mais aussi des gens, des Blancs, des Européens aussi, utilisent cette médecine pour la partager en France, en Europe, et c'est vrai que moi, mon opinion là-dessus est très euh, rigide, dans le sens où je pense que cela crée beaucoup plus de désharmonie que d'harmonie de partager la médecine d'un autre territoire lorsqu'on n'est pas rattaché à cette médecine par la naissance. Et c'est pour ça que donc là je parle d'ayahuasca, etc. C'est une médecine qui n'est pas légale en France. Et vraiment, mon conseil, c'est de vraiment, si vous ressentez l'appel, de, de mettre les choses en place dans votre vie pour pouvoir venir sur le territoire de cette médecine-là, rencontrer sa culture, rencontrer son territoire et de prendre le temps. Parce qu'il faut du temps pour se préparer pour rencontrer cette médecine, il faut du temps pour l'intégrer. Et, euh, et c'est possible, hein, de trouver ces médecines aussi en France, en Europe, mais j'ai pas, mon intuition est que ce n'est pas vraiment la bonne dynamique en vérité. Hmm. Alors, je te remercie infiniment d'aborder ce sujet sur lequel je voulais t'amener. J'ai beaucoup aimé quand on a parlé de ça et ça a beaucoup résonné. Euh, non pas que les gens ont tort ou raison, c'est certainement pas à nous de le dire, mais qu'en tout cas, voilà, quand on est en France ou en Europe ou n'importe où et qu'on entend la présence de tellement de chamans, un chaman, ça a un sens particulier dans certaines cultures, et vraiment de refaire les choses en conscience. Et tu disais à juste titre qu'il existe plein de mots pour dire la même chose. Tu parlais de justement ton ancêtre qui était guérisseuse. Ils existent ces termes-là. Et vraiment de laisser à chaque culture ces termes, parce qu'aussi chacun de ces termes a une vibration, a une présence très forte. Et vraiment de faire les choses en conscience. Et ça m'a énormément parlé quand tu avais dit ça et je te remercie vraiment de revenir dessus. C'est très 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 précieux. Oui, c'est vrai qu'on entend de plus en plus, voilà, le terme chaman, etc., dans des pays comme la France. Alors c'est vrai que le mot chaman à la base vient de Mongolie et il a été utilisé, je pense, un peu à tort ces derniers temps. Enfin, à tort et à travers, on l'utilise un petit peu pour tout. Je pense qu'en France, on a beaucoup de guérisseurs, on a beaucoup de... La France, c'est un pays qui a une énergie très particulière, où on avait, avant l'extermination, on avait les druides, on a eu les sorcières qui ont été malheureusement exterminées. On a perdu beaucoup, beaucoup de savoir avec ces exterminations-là, et notamment le savoir des plantes. Parce que les druides, voilà, n'ont pas, il n'y a pas d'écrit des druides. C'était un savoir qui se transmettait à l'oral et on a perdu beaucoup de choses. Mais bon, n'empêche que toutes ces informations-là restent dans l'inconscient collectif, restent dans les mémoires akashiques. Donc il y a possibilité de reconnecter à ces savoirs-là. Et en France, aujourd'hui, on a les médiums qui sont comme les chamans. Ils communiquent avec les esprits, avec les défunts, avec
les maîtres désincarnés, les maîtres ascensionnés, on a les guérisseurs, on a les magnétiseurs, il y a une richesse énorme. Et c'est pour ça, des guérisseurs vont se dire chaman, mais c'est vrai que les mots ont une vibration énergétique, comme tu dis. Et voilà, peut-être réfléchir aussi à quels mots j'utilise, d'où je viens, quelles sont mes racines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui viens d'une tradition celte, si je devais utiliser un mot, je n'ai pas du tout envie, mais je n'utiliserais pas le mot chaman en tout cas. Même si voilà, Oui. je peux communiquer avec des esprits, etc. C'est pas un mot que j'utiliserais parce qu'il ne résonne pas avec d'où je viens. J'ai réalisé que la magie est partout et chaque être humain utilise la magie tous les jours. Les mots sont de la magie. Les mots sont de la magie noire et de la magie blanche. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Vous pouvez avec les mots changer vraiment la journée d'une personne. En utilisant de la magie blanche avec les mots, vous allez pouvoir apporter de la légèreté, de la beauté, vous allez pouvoir avoir une influence sur le champ énergétique de la personne avec les mots que vous allez utiliser. Mais vous pouvez aussi utiliser de la magie noire avec les mots. Vous pouvez détruire une personne pour une journée, pour une semaine, pour un mois, pour toute sa vie. Vous pouvez détruire vraiment une personne en disant un mot de travers à un enfant et même à une personne adulte. Il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise et c'est pour ça. Voilà, on revient. Est-ce que le mot chaman résonne vraiment avec moi? Voilà, il faut se poser les questions et faire vraiment attention aux mots. Et d'ailleurs, les pensées sont exactement la même chose. Les pensées sont de la magie. Et vous pouvez faire très mal à une personne en ayant une pensée sombre sur elle, en laissant le jugement, le jugement de votre mental juger une personne sans même lui parler, vous pouvez la détruire. Et vous avez une force en vous, chaque humain a une force énergétique qui est tellement puissante, il faut vraiment en prendre conscience et faire vraiment attention à nos pensées, à nos mots. Et voilà, essayer de vibrer un maximum la fréquence de l'amour, de rester dans l'instant, essayer de faire taire ce mental qui ne fait que parler, créer ce brouhaha mental qui vous coupe de l'amour en vérité. Oui, les mots et aussi l'alignement du mot qui vient et en même temps de la pensée, de l'énergie qu'on envoie parce qu'on peut, tu sais, la pensée positive et tout ça, et dire je vais envoyer ce mot-là et en même temps à l'intérieur c'est tout noir et tout. Tu sais quand c'est pas aligné et c'est même la vibration qui est encore plus forte que le mot. Donc c'est vraiment, mon Dieu, je suis tellement reconnaissante de ce que tu viens de dire là. De l'amour, d'oser se laisser complètement engloutir par l'amour et allez, on lâche tout ça, on lâche ce qu'on doit faire, tu sais, pour le marketing, pour avoir des clients, des machins, et on s'aligne, ok, pourquoi je suis là sur cette terre, qu'est-ce que je dois faire, et ça revient à une discussion qu'on avait de enlever les masques, revenir à l'authenticité, revenir au maximum, autant qu'on peut, à cette pureté-là. Et je crois que c'est aussi ce que tu es venu, toi, transmettre. C'est énormément ce que tu as appris. Je voulais te demander, San, est-ce que tu as des conseils pour ceux qui traversent justement cette période où on se pose plein de questions. Alors ça peut être par l'autodestruction et puis ça peut être aussi quand on est complètement perdu dans un doute total. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette période-là. Est-ce que tu as des conseils, toi, pour ceux qui sont seuls à traverser tout ça? Comment on trouve ces ressources? Comment on trouve des outils, une aide? Comment on fait pour remonter? Alors, moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que c'est essentiel de prendre conscience que la source prend soin de vous. Elle prend soin de vous depuis la naissance, depuis votre naissance. Et si vous traversez une épreuve difficile en ce moment, par exemple, sachez, c'est un peu difficile à entendre, hein, mais sachez que c'est un véritable cadeau et que cette épreuve est là pour vous apprendre des choses. Et l'apprentissage de la vie, l'initiation de la vie se fait par des choses merveilleuses et des choses très difficiles. On est là pour ça, pour apprendre, pour
c'est une véritable école, cette planète. Et lorsque vous vivez quelque chose de très dur, sachez que derrière se cache un apprentissage énorme, énorme. Et derrière chaque désillusion se cache véritablement la liberté. Et du coup, c'est véritablement, c'est important de toujours, voilà, se sentir en confiance. La vie est avec moi, la vie me guide. Et ce que je voudrais partager, c'est que lorsque votre âme s'est incarnée, là je parle de mes croyances à moi, lorsque votre âme s'est incarnée, elle a écrit un scénario, le scénario de votre réalisation. Votre réalisation, c'est réaliser ce que votre âme a décidé de venir vivre ici. Ça peut être des choses super simples, ça peut être être maman, ça peut être découvrir ce que c'est l'art, véritablement, rentrer dans une pratique. Ça peut être rencontrer l'amour, ça peut être aussi des buts de vie beaucoup plus complexes. Et ce scénario a été écrit du coup par votre âme, et votre âme a choisi absolument toutes les personnes qui vous entourent, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, même peut-être vos collègues de travail, toutes les personnes importantes que vous allez croiser, c'était prévu. Et vous avez toujours le libre arbitre de sortir de ce chemin. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment, sortir du chemin. Et si vous sortez du chemin, vous pouvez, hein, mais vous allez sentir plein de blocages. Ça va bloquer, ça va bloquer, ça va bloquer, ça va être dur. Et du coup, la vie va vous reproposer de revenir. Ça va pas être, vous n'allez pas revenir à l'endroit où vous avez quitté, vous allez juste revenir sur votre chemin de réalisation. Et ce que je conseillerais, c'est vraiment d'écouter les signes. Écouter les signes, et les signes, ils s'entendent aussi beaucoup dans le silence. Hein. Genre vraiment toujours reconnecter au maître du silence. Tout se trouve dans le silence et dans l'instant présent, quoi. Dans cet endroit où le mental, on arrive à observer le mental. Et du coup, le mental, on peut décider de l'observer et du coup de le laisser de côté, en arrière-plan. Et dans cet espace-là, c'est plus facile d'écouter. C'est plus facile de recevoir les informations aussi. Et surtout, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Demandez de l'aide de vos frères et sœurs, mais aussi demander de l'aide de vos guides. Si vous vous sentez connecté aux anges, demandez de l'aide des anges. Connectez-vous à eux et vous pouvez être sûr qu'ils vous répondront si vous y croyez avec le cœur. Ils vous répondront si vous croyez en Jésus. Parlez à Jésus et il vous répondra. Et voilà ce que je voudrais partager. Ça vibre très très fort. Merci infiniment, San, pour cette sagesse profonde que tu attrapes de partout, de tes expériences, de tes rencontres, puis de tout ce que tu canalises. C'est vraiment... c'est ça, c'est accepter de répondre aux appels hein, quand ils sont très forts et d'accepter de poser la main sur la poignée, d'ouvrir les portes et de se laisser happer par l'inconnu. Hein. Merci infiniment pour tout ça. Il y a autre chose à rajouter. Autre chose aussi, observez vos peurs. Observez vos peurs pour pouvoir justement s'en débarrasser, parce que ce sont vos peurs qui vont peut-être vous freiner sur votre chemin de réalisation. Par exemple, quand j'ai reçu l'appel de venir vivre dans la jungle, j'ai eu très très peur. J'ai eu très peur parce que je me suis dit, le mental a commencé à s'activer et à dire mais je vais tout laisser derrière moi. Et puis finalement, je me suis rendu compte, mais en fait, je n'ai rien, je ne possède rien, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Et aussi, rappelez-vous que, alors ça c'est, avant de partir vivre dans la jungle, j'ai rencontré 2 médiums qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit que c'était possiblement ma dernière vie. Et peu importe si c'est vrai, en tout cas, ce qui est important, c'est le résultat. Je me suis dit, imagine, c'est ta dernière vie, qu'est-ce que tu veux faire ? Je veux vivre, je veux vivre. Je vais vivre mon rêve. Mon rêve, c'est d'aller vivre dans la jungle. Donc j'y vais. Et là, les peurs sont parties. Donc si vous avez peur, pensez à ça. C'est peut-être votre dernière vie. Imaginez, c'est votre dernière vie. Il faut vivre. Et aussi, il y a Khalil Gibran qui a écrit un texte magnifique sur la peur qui dit, en gros, je vais simplifier parce que je ne connais pas le texte par cœur, mais que chaque rivière tremble de peur avant de se jeter dans l'océan parce qu'elle regarde en arrière. Et elle regarde tout ce qu'elle a fait et elle se dit qu'elle va disparaître dans l'océan. Et en fait,
Elle a peur jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle est elle-même l'océan. Et voilà, ce sera le mot de la fin. C'est ça, c'est vraiment la disparition du personnage et laisser parler le cœur et l'âme et l'unité. Merci infiniment, San, pour ces mots de sagesse et pour l'être que tu es et que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci infiniment à toi, Amalia, c'était un véritable plaisir. Vraiment, merci infiniment pour cette opportunité de pouvoir partager. À très très bientôt, merci beaucoup à tout le monde et prenez surtout soin de vous et écoutez vos peurs et suivez vos rêves.